En général, je sais comment un roman va terminer. Ça, et comment il commence, comment il va terminer. Mais puis on a un grand espace vide, il faut remplir. Donc, Bon, et vous l'avez fait quand même remarquablement bien. Alors vous faites aussi, on revient sur les femmes, mais bon, La vengeance des mères, vous faites la part belle aux femmes et vous faites se rencontrer des femmes d'horizons tout à fait différents. Une danseuse, des gens qui viennent de domaines très divers. Et toutes ces femmes très différentes vont finalement trouver quelque chose qui va les rassembler et qui va les faire avancer. C'était une volonté, j'imagine. Qu'est-ce qui ressort de cette union de ces femmes finalement ? Ça veut dire l'amitié entre eux. Ouais, c'est vrai que elles sont en train de voir et d'essayer de s'adapter dans une culture complètement différente, comme j'ai dit, avec un peuple différent, avec une langue différente. Ils ne parlent pas la langue. Et donc, même qu'ils sont très différents, des pays différents, souvent des circonstances différentes, ils ont tout en commun, comme j'ai dit, ils viennent en marge de la société. Donc ça, c'est les femmes déjà blessées, mais déjà fautes. Et ils n'ont aucun choix sauf de faire cet expériment et de devenir les femmes des chiens. Ça, c'est pour toutes ces femmes, une autre chose en commun, c'est mieux. C'est un choix mieux que d'où elles viennent. Parce que d'où elles viennent, c'est des circonstances vraiment dures et prison, comme vous dites, les asiles et les tragédies. C'est ces femmes qui ont vécu des tragédies. Donc, elles forment tout de suite une espèce d'amitié profonde. Et parce que c'est tout ce qu'ils ont. Et c'est comme Maggie et Suzy dit au commencement, il faut que vous compreniez, il faut que vous compreniez que vous avez que comment dit-on each other? Chacun. On n'a que chacun. Et vous êtes toutes seules ici et donc ce qu'il faut faire, c'est de protéger chacun. Et c'est ça qu'elle fait, ces femmes. Alors ces femmes, elles arrivent de conditions difficiles et si elles sont heureuses de trouver cette nouvelle vie, elles vont quand même vivre des situations terribles, notamment lorsque le camp des Cheyennes est attaqué et que tout le monde doit fuir, les femmes et les enfants fuient pour échapper au massacre. Alors certains sont tués, bien entendu, certains et certaines d'ailleurs, et Maggie et Suzy vont perdre leurs deux jumelles. Ce sont elles-mêmes deux femmes qui sont jumelles, qui sont donc irlandaises et qui chacune ont eu 2 petites filles. Et les bébés meurent, enfin elles vivent aussi des choses assez douloureuses. Ce roman, il est fait aussi de scènes qui sont assez tragiques, où c'est assez violent. Je pense aussi au fait, quand les soldats partent, les Cheyennes partent et reviennent avec ils ont coupé les mains des bébés Shoshone, je ne sais pas comment vous dites, Shoshone ? Ah oui, Shoshone. Voilà. Ouais. Donc les femmes ne supportent pas cette violence. Là, quelque part, on a l'impression que l'homme est montré comme quelqu'un de violent et que ces femmes ont du mal à accepter en premier lieu cette violence. Oui, je ne sais pas si c'est tellement que les hommes, parce que c'est vrai que on ne peut pas faire un portrait, on ne peut pas écrire un portrait vrai des Indiens sans avoir admis c'était une race capable de grande spiritualité et aussi ils ont commis des atrocités affreuses eux-mêmes. Ça c'est des cultures des plaines, des Indiens des plaines, c'est des cultures de guerriers. Et c'est comme ça qu'ils ont existé pendant des générations. Donc et comme on voit, si on parle maintenant un peu plus sur
La vengeance des mères, c'est pour Maggie et Susie qui ont perdu leurs enfants. C'est là où vient l'idée ou l'esprit de vengeance. Et donc, en Mille femmes blanches, où un seul narrateur, Médad, comme vous dites, et c'était première personne, évidemment, le connaît. Et j'ai pris le même format dans le deuxième roman aussi, mais j'ai deux principales et trois un peu, narrateur qui écrit ces jeunes, et ça, c'était beaucoup, pour moi, c'est plus rond comme ça, parce que ça limite l'auteur, si on a un seul narrateur, on a un seul point de vue. Oui, c'était une façon de donner une vision un peu différente de l'histoire, puisque les choses reviennent aussi par moments où l'histoire ou ce qui s'est passé est revu par une autre personne avec un autre regard. Qu'est-ce que ça permet, selon vous, au lecteur d'avoir ces deux regards, de prendre... Alors, c'est parce que les Calis sont... Ils sont amers comme tout. Ils sont en colère contre l'armée américaine, contre les soldats. Ils veulent vengeance sur l'armée américaine, sur le gouvernement pour avoir tué leurs enfants. Et on a, à l'autre côté, on a ces femmes qui viennent d'arriver, ce nouveau groupe des femmes qui viennent d'arriver, qui sont, même qu'ils viennent des circonstances difficiles, des passés difficiles, ils ont quand même innocents. Ils ne connaissent rien sur les tribus, rien sur le passé. Et donc, c'est aussi, je veux dire que c'est pas qu'un roman sur la vengeance, malgré le titre, c'était aussi, on a de la joie dans le roman, on a la danse, on a la musique, parce que ces jeunes, les femmes et les Cheyennes aussi sont comme tous les humains, ils cherchent une meilleure vie, ils veulent se vivre, et donc c'est quoi la question? Je vous disais que finalement d'avoir plusieurs points de vue, c'était pour le lecteur un avantage pour mieux comprendre la situation. Oui, à mon avis, c'est un avantage. J'ai commencé à dire, c'est un avantage pour l'écrivain aussi, d'écrire de ces voix différentes et points de vue différents. Et ça donne un portrait un peu plus rond, à mon avis, et moins limité. Quand on leur propose à ces femmes justement de les raccompagner à la gare, enfin de les raccompagner chez elles, elles vont refuser, elles vont décider de rester avec ces Cheyennes justement et fuir, aller jusqu'au bout avec eux. On parlait de violence tout à l'heure, vous disiez pas seulement les femmes, les hommes aussi. Elles vont même accepter certaines de combattre, de s'entraîner au tir à la carabine, de tirer des flèches avec les arcs. Ces femmes vont s'impliquer et vraiment épouser la cause des Cheyennes et se sentir elles-mêmes Cheyennes. Je crois que c'est une deuxième vie dans une autre peau finalement. Oui, elles sont renées un peu après avoir quitté la vie affreuse qu'ils ont eue avant. Et je dois dire, ils n'ont même pas. C'est pas que tellement qu'ils ont décidé de rester avec les Indiens, ils n'avaient aucun choix. S'ils ne le font pas, elles vont être renvoyées. D'où elle vient, et ça c'est pire que. Et donc c'est comme ils s'adaptent et ils prennent la cause de leur tribu maintenant. Ça devient leur tribu un peu. Et je veux dire aussi que cette personnage, par exemple, au sujet des guerrières, ça c'est femme, ça c'est Pretty Nose, jolie nez, on peut voir pourquoi. Et elle était, et ça c'est un vrai personnage qui est dans le livre. Elle joue un grand rôle dans le livre. Et cette photo a été prise en 1878. Ça veut dire 2 ans après la sortie, les événements
raconter dans l'histoire. Parce que toute la structure, moi j'essaie et Mille femmes blanches aussi, de construire une espèce de structure vraie, historiquement, culturellement, et comme possible pour moi. Et puis je mets mes femmes blanches dedans. Donc, elle a été une femme guerrière qui a combattu contre Custer au Little Bighorn, en fait. Et elle était un personnage qui m'a beaucoup inspiré dans ce roman, parce que quand j'ai trouvé cette photo, j'étais vraiment pris par l'expression, son visage, parce qu'on voit, à mon avis, on voit tout là. On voit la tragédie, on voit la tristesse, on voit la force, la puissance de cette femme aussi, et un peu de couleur, et on voit un peu du tout là. Et j'aime bien cette femme. Elle a vécu jusqu'à 102 ans. Au moins 102 ans. Et elle avait dans cette photo, je crois, 25 ans à peu près. 25 ans. Ouais. D'où vient votre passion pour les Indiens? Ça remonte à longtemps? Ah oui, quand j'étais petite, gamin, j'ai grandi à côté de Chicago, et c'était toujours, j'ai vu les films américains sur les Amérindiens, et les films de John Ford dans les années 50 et puis 50-60, et c'était toujours, j'ai bien aimé les grands espaces de l'Ouest. Et mon père, il a été vendeur d'automobiles à Chicago, et on a pris une voiture chaque été. On a fait des balades dans l'Ouest de Chicago, et j'ai adoré le paysage, qui est aussi un personnage important dans mes bouquins. Et donc, on a passé par la réserve. À l'époque et maintenant, la plupart des réserves indiennes sont pas, sauf ici, ils ont des casinos, c'est pas les destinations des touristes américains. Ils ont où les Américains passent si rapidement par, c'est le petit troisième monde dans notre pays, et on passe si rapidement que possible. Et quand j'ai vu la réalité de comment ces Indiens, comment c'était comme jeune homme, comme gamin, je pensais qu'ils étaient en train de vivre dans les tipis et chasser les bisons, et je n'avais aucune idée que quand on voit la réalité, c'était choquant pour moi. Et donc c'était juste quelque chose qui a agrandi un peu comme ça. Qui vous occupait depuis longtemps. Oui, tout à fait. Ouais. Alors on parlait de paysages qui étaient personnages, c'est exactement ça. Quand on lit ce livre, on est complètement embarqué dans l'histoire et dans ce paysage magnifique. Vous dites d'ailleurs dans votre roman que le paysage porte les femmes à la confidence. Finalement, il les rapproche les unes des autres, et puis elles vont se laisser aller à des confidences, à parler de leur vie intime, leur vie privée, au fur et à mesure du voyage, où les femmes se rapprochent, donc ces femmes blanches, justement. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que, parce que je connais très bien ce paysage, j'adore les grandes plaines, c'est peut-être mon paysage préféré aux États-Unis. Mais c'est si immense et vaste, et que c'est notre façon pour ces femmes ils ont besoin de comment dit-on, vraiment d'être un petit nid ensemble, dans un petit nid ensemble, de protéger l'un et l'autre, et protéger. Et elles ont vraiment et c'est comme ça aussi c'est important
la culture amérindienne. On ne peut pas écrire un roman sur les Indiens sans parler de la nature, parce que c'était le base de tout pour eux. Les animaux, les bisons, tout. Et c'est ça que j'admirais beaucoup et que ces femmes découvrent aussi, que les Indiens ils mettent jamais pas les hommes plus haut que les animaux. Et tout le monde est le même niveau. Donc les Cheyenne, ils ont dit nous sommes le peuple. C'est simplement ça. Ça c'est comme on a dit le tribu. Nous sommes le peuple. Ça c'est les ours. Ça c'est les oiseaux, les différents. Et ça c'est les coyotes. Ça c'est les coyotes. Ça c'est les loups. Mais ils sont tous en le même niveau. Et ils ont occupé une fonction dans la vie de la campagne, en fait. Et donc, ces femmes aussi, ils deviennent de plus en plus intimes, comme un groupe. Et ils sont bien pris par le paysage, pris par la nature, comme les Indiens, comme les Cheyennes. Alors votre roman, vous le disiez tout à l'heure, parle de vengeance, de violence bien sûr, mais pas seulement, de joie aussi, lorsque les femmes, pour être intégrées et pour connaître leur futur mari, leur futur promis, vont décider de faire un spectacle elles aussi dans le camp Cheyenne, et vont décider justement de faire la danse du cancan avec tout ce qui va avec. Il faut des costumes et tout le monde va s'y mettre. Les Indiennes aussi, les femmes indiennes du campement vont les aider. La solidarité, là encore, intervient entre les femmes blanches et les autres femmes. Et puis, on fait plus ample connaissance avec un personnage, Sybille en a parlé tout à l'heure, Hawk, qui ne laisse indifférente personne. En tout cas, voilà, je pense qu'on a trouvé, tous ceux qui l'ont lu ont dû trouver Hawk très, très, très intéressant, qui a l'air très séduisant et qui est un personnage phare de ce roman. Et va se mêler aussi le surnaturel. On ne sait pas très bien la limite entre le rêve ou la réalité parfois, avec ce bruit qu'il fait, cet oiseau qui vole. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, mais je ne veux pas dire trop sur le roman. Parce on ne va pas dévoiler la fin. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas lu le roman encore. Donc, même, je parle en termes très généraux. Parce que, sans dévoiler tout. Oui, Hawk, il est un personnage... Bon, on ne peut pas avoir une histoire sans avoir de l'amour aussi. Hein. Ouais. On a de l'amour dans ce roman aussi, une histoire de l'amour. C'est l'amour pour les mères, pour les enfants, et aussi l'amour romantique. Et c'est encore ça, c'est un besoin humain. Oui, ce roman décrit les temps comme Mille femmes blanches. C'est une période vraiment désespérée pour ces gens, pour les natives et les femmes blanches aussi. Mais ils ont besoin de l'amour, besoin de l'affection, besoin d'une vie, d'essayer de faire une vie qui de se vivre. Et une partie de ce processus, c'est de vivre, de danser, d'avoir de la joie un peu. Et ça fonctionne très bien. C'est bon. Ouais, aussi, pour moi, comme écrivain, on n'a pas des fins très heureuses dans les histoires des Amérindiens. On n'a pas. C'est très difficile, et surtout à cette époque-là, à la fin des guerres indiennes, les dernières quelques années des guerres indiennes, c'est pas une période très gaie. Mais je voulais pas.
je voulais pas écrire les romans lourds parce que c'est pas la vérité non plus. Oui, mais on voit les Syriennes maintenant, par exemple, qui fuient avec leurs enfants et quel horreur pour ces personnes, ces gens, et qu'est-ce qu'ils veulent. C'est simplement une vie, simplement de survivre pour leurs enfants, de survivre et d'avoir une vie heureuse, meilleure d'où ils viennent. Et ces femmes, ils sont pareils. Et j'imagine même dans les camps, on voit les films sur les camps des Syriennes et on voit les enfants qui jouent avec rien. Mais ils trouvent une façon. Ça, c'est la beauté de la nature humaine, je trouve. Que cette capacité pour l'espoir. C'est ça, d'avoir l'espoir d'une vie, une meilleure vie. Et c'est ça que ces femmes et ces Indiens, ces Cheyennes sont en train de faire dans les deux romans. Mm-hmm. D'ailleurs, dans ce roman, les femmes ont un rôle important, on l'a dit et on le voit, mais il y a un lien maternel très fort, donc avec un lien qu'elles gardent avec leurs enfants qui sont morts, beaucoup sont morts, et puis un lien qui va exister avec les enfants qu'elles vont faire naître, ou qu'elles vont mettre au monde avec ces Cheyennes. Il y a un des personnages de votre roman qui dit il y a 3 vies, il y a une vie avant d'être mère, une vie quand on est mère, et une 3e vie, justement, quand on a perdu un enfant. Je crois que vous dites un peu trop sur le roman maintenant. Mais, non, mais... Ah oui, ça c'est une question? Non, c'est un constat, mais c'était pour dire que finalement, le lien maternel était très présent dans ce livre. Et pour vous, enfin, je veux dire, vous par exemple, si j'osais, je vous poserais la question, avec votre mère, il y a un lien aussi assez fusionnel, c'est quelque chose qui est très important pour vous? Ça, c'est une pas question. Forcément. Si on lit mon roman sur ma famille française à Marie-Blanche, on est toujours influencé par sa vie. C'est une histoire compliquée, comme toutes les familles, toutes les histoires de famille. Et ma mère, elle est morte quand j'avais 16 ans. Donc, non, mais pour moi, c'était surtout une façon pour moi, c'est pour écrire ce roman. Et il n'y a pas un amour plus fort que l'amour d'une mère pour ses enfants. Mais ça, c'est sûr. Et ça, c'est un peu le cours de ce roman aussi. Et ça, c'est vrai. Donc, et rien pire pour ces femmes de perdre les enfants, dans n'importe comment, de perdre un enfant, c'est le plus. Mes parents, ils ont perdu le premier fils quand il avait 6 ans dans un accident, et il a ruiné leur vie complètement. Bon, c'était juste. Encore, ça c'est la nature des humaines. Et moi j'écris, je suis pas intellectuel, j'écris, j'ai des bouts très modestes comme écrivain. D'abord je veux raconter une histoire intéressante qui me prenne, et s'ils me prennent, j'espère que ça va prendre mes lecteurs aussi. Et aussi j'écris de mon corps. Et d'une façon, je ne crois pas que c'est tellement, c'est peut-être un peu nostalgique, mais c'est pas sentimental tellement, mais c'est juste que c'est ça qui m'attire d'être écrivain, d'écrire les romans, de montrer comment c'est, d'essayer de faire voir comment c'est pour les autres et et c'est ça que je trouve que la plupart des écrivains, c'est ça qu'on cherche, de faire un portrait, faire un portrait réel et avec émotion. Voilà.
Bon, dans le roman aussi, on voit que la violence, ou les personnages en arrivent à cette conclusion-là, que la vengeance engendre la violence engendre la violence, pardon, et que finalement ces femmes, même si elles s'engagent dans ce combat, qu'elles se donnent physiquement, elles s'entraînent aux armes, à monter à cheval, à attaquer, elles partent à la guerre aussi, elles ont fondé une société guerrière. Finalement, la douleur de la perte de ses enfants, justement, est toujours là. Donc ça n'a pas donné de solution vraiment. Il faut quand même se battre, mais... Oui, il faut se battre, mais même les Kali, qui sont tellement en colère, si amers, même eux, ils trouvent que c'est la vengeance enfin. C'est pas très productif, ça. C'est inutile finalement, et ça c'est aussi une exploration, parce que c'est ça qui. Je voudrais bien que les femmes, à mon avis, c'est le temps pour les femmes de se régler le monde. On voit ce que les hommes ont fait depuis le commencement de la race humaine, franchement. Quelle horreur qu'ils ont fait de tout. Et c'est vraiment déprimant, parce qu'on voit ce qui se passe dans le monde maintenant. On se demande, mais est-ce qu'on n'apprend rien du passé? Est-ce qu'on n'apprend rien des atrocités qu'on a commis un contre l'autre et donc, à mon avis, la plupart des femmes veulent pas envoyer leurs enfants pour faire la guerre, à mon avis. Et oui, il y a des exceptions, mais à mon avis, mais les hommes, et je parle aussi des Cheyennes, hein, ça c'est une culture. Les garçons sont élevés par le père et le grand-père, juste au commencement de leur vie, de devenir guerriers. Ça c'est le bout de leur. Et le grand-père, il dit, mais la première fois, souvent c'est le grand-père qui élève les enfants dans ces cultures, parce que le père, il était occupé de faire la chasse, de gagner une vie pour la famille et pour faire la guerre. Donc c'est souvent le grand-père ou un autre vieil homme dans le tribu qui prend le garçon et il explique comment il faut être, comment il faut et il dit, ce vieil homme, ce grand-père, il dit, mais c'est pas une mauvaise chose, même si vous êtes tué dans la première bataille, c'est pas grand chose. Ça c'est noble. Ça c'est la meilleure chose qui peut arriver à un guerrier. Mais je crois pas que les grandes-mères pensent ça, franchement, ou les mères en général. Et donc, à mon avis, c'est le temps. Et maintenant, nous allons avoir une femme, un président femme, et ça, c'est une bonne chose, je trouve. Moi aussi, je trouve. Bon, alors donc, on parle de tous ces personnages. Est-ce qu'il y en a un qui a davantage auquel vous êtes davantage attaché, que vous préférez, que vous avez aimé écrire, un personnage féminin ou masculin que vous avez aimé particulièrement dans votre roman? Je vais juste dire une autre chose. J'espère que la France va pas avoir un président femme cette fois-là. C'est dit. Parce que c'est pas que les femmes sont tout gentilles, hein, sont tout bon. Je sais pas. Moi, j'aime bien même les méchants personnages dans mes romans. Même Jules Seminole, qui est le monstrueux, le vilain du roman, mais non, je l'aime. Je l'aime pas du tout, mais
j'aime, oui, ils sont tous un peu différents. J'ai des relations différentes avec tous mes amis, tous mes personnages. Oui, bien sûr, il y en a qui me prennent un peu plus. Et surtout, je dirais, c'est les narrateurs qui écrit les conneries, parce que c'est ça la voix que je prends. Et tout ce que je vois dans le livre, tout ce que je vois des autres, c'est par les yeux. Par les yeux de mes personnages. Donc, j'essaie de devenir ces femmes. Vous ne pensiez pas forcément faire une suite à 1000 femmes blanches, et pourtant aujourd'hui on est là pour la vengeance des mères. Vous pensez faire une suite? Je me suis un peu renseignée, j'ai un peu regardé la grande librairie. C'est possible. Oui. Non, en fait, quand j'ai commencé à écrire l'épilogue, l'introduction du roman, avec des personnages fictifs qui sont aussi, mais qui sont de ces tomes actuels maintenant. Et j'ai bien aimé cette jeune femme Cheyenne et j'ai déjà commencé juste au commencement alors ça va être un bon personnage pour le 3e tome. Oui, je vais faire. Je n'ai pas encore commencé l'écriture, mais vous y réfléchissez. Oui, et ça va aller. Ça va commencer encore où celui-ci s'arrête parce que et puis il va suivre les générations un peu plus. Et moi, j'ai jamais écrit un roman du temps actuel et c'est un peu intimidant. Moi, comme journaliste, j'aime bien faire toutes ces recherches et j'aime bien faire les historiques. Et je suis nostalgique, un nostalgique. Et je préfère d'écrire sur le passé et ça va être intéressant pour moi d'essayer de faire ça. Mm-hmm. Vous aimez justement faire ces recherches historiques, vous allez dans les bibliothèques, vous utilisez Internet, toute cette période de préparation avant un roman, c'est quelque chose que vous savourez, qui est agréable, oui, je crois que ça, c'est après 20 ans comme journaliste, j'adore de faire ça et c'est beaucoup. Il faut que je me force d'arrêter mes recherches, de faire l'écriture, parce que l'écriture, c'est beaucoup plus difficile. C'est pénible, douloureux souvent et terrifiant même. Mais les recherches, oui, ça c'est important pour moi. Et aussi, j'ai passé beaucoup de temps sur la réserve Cheyenne pendant les recherches, surtout de 1000 femmes blanches. Mais j'ai fait aussi un peu pour la vengeance des mères et je vais passer beaucoup plus pour le 3e en fait, surtout pour avoir une meilleure idée j'ai encore pas mal d'idées sur commencer sur les réserves, mais d'avoir vraiment une idée plus intime de comment ils sont les Cheyennes actuellement, et c'est quelque chose que va m'amener évidemment dans les chemins différents, c'est sûr. Ouais. Vous allez sur place, vous recueillez des témoignages, vous discutez avec les gens, même si votre histoire se passe à une autre époque. Vous échangez avec les Cheyennes? Oui. Pendant les recherches de 1000 femmes blanches, j'ai passé 2 mois plus même dans ma caravane juste à côté de la réserve. Et j'avais un ami qui avait un ami Cheyenne qui avait un musée sur la réserve avec les artefacts, un peu les vêtements anciens et il m'a beaucoup aidé de rencontrer les Cheyennes, les vieux, parce que c'est pas une histoire écrite, c'est une histoire orale. Et donc il y avait ils ont perdu beaucoup de ces histoires, mais il y a 25 ans, quand j'ai commencé les recherches de 1000 femmes blanches, il y avait déjà des vieux
Cheyenne vivant encore qui ont eu les histoires orales et qui étaient très très gentils avec moi. Et lui, il m'a fait rencontrer ces personnes et c'était très très bien pour moi comme écrivain d'avoir de ce base un peu. Ouais. Bon. Pour la suite, on peut vous souhaiter un 3e tome qui ait autant de succès que La Vengeance des mères. Merci. Ça serait bien. Oui, moi, je pense qu'il y a des gens ici qui attendent déjà ça va être 16, va pas être 16 ans cette fois. J'espère en 3 ans. Oui, je ne crois pas que j'ai le temps maintenant pour. Mais bon, oui, on verra comment ça va se dérouler. On ne sait jamais jusqu'on commence l'écriture. Bon, alors peut-être il y a des questions dans la salle, dans l'assistance. Moi, je voudrais savoir si vous parlez cheyenne. Non, en fait, la plupart des Cheyennes ne parlent pas pas beaucoup, mais comme beaucoup de tribus, ils sont en train d'essayer de reprendre les langues, reprendre les traditions, les culturelles, mais quand on enlève toute une tribu, d'une culture, on enlève le moyen de vivre. On peut pas attendre qu'ils vont garder la culture originale parce que le vie comme il était autrefois n'existe plus et il va jamais exister maintenant. Et donc, c'est très difficile. Mais moi, c'est pas à moi de prendre la cause des Cheyennes. Ça, je voudrais bien qu'ils étaient en train encore, comme je pensais comme gamin, qu'ils étaient en train de vivre libre et sauvage au grand espace dans les tipis, en train de chasser les bisons. Oui, ça, je voudrais bien, mais la plupart des Cheyennes ne s'intéressent pas du tout sur ça. Et même les jeunes, surtout, ils ne s'intéressent pas tellement d'apprendre leur propre langue. Mais ça arrive. Je crois que ça arrive. On commence on a une université, un petit college, une université sur la réserve Cheyenne et qui a existé longtemps. Et maintenant, ils étudient la langue ancienne. Et c'est un processus qui se passe un peu sur tous les tribus. D'autres questions? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mixité entre les Blancs, justement, et on n'en parle pas. On parle de la mixité entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, mais pas tellement des mariages entre Blancs et Indiens. Oui, ça existe, c'est pas beaucoup. Non, il y a très peu, mais oui, ça existe. Et on a des couples, mix, mais c'est très dur. J'avais un ami qui a écrit, en fait, il était écrivain, il y a des années maintenant, mais qui s'est marié avec une jeune Sioux, une femme quand il était jeune, et encore parce que les cultures sont si différentes, les sociétés sont si différentes. C'était très difficile pour l'un ou l'autre d'aller entre les deux vies. La vie du réserve où la famille de sa femme, elle a vécu. La famille, c'était pas quelque chose qu'il pouvait vraiment. Il pouvait vraiment prendre comme blanc. Il pouvait pas comprendre non plus. Et elle, pareil, pour ses parents un peu moyenne classe, blanc, une vie qu'elle connaît pas. Donc, c'était pas un grand succès, le mariage, malheureusement. Mais ça existe. Ouais. Et excusez-moi, une deuxième question. Votre livre « 1000 femmes blanches » a eu quand même un succès énorme en France, mais aux États-Unis aussi. Et est-ce que, justement, les Indiens ont été réceptifs à ce livre? Est-ce qu'il y a eu un lectorat chez les Amérindiens?
J'étais un peu déçu après la sortie de Mille femmes blanches que j'ai eu enfin petit à petit pendant des années j'ai eu des réponses des Amérindiens et la plupart très positifs. Ils ont bien aimé que j'ai pas fait un portrait des natifs comme un ou l'autre de cliché pour que les méchants indiens des films de John Ford ou ce côté ou l'autre côté que les sauvages nobles parce que comme j'ai dit ils sont des humains capables de faire n'importe quoi et les deux et ils ont bien apprécié parce que souvent c'est l'écriture sur les Indiens écrite par les Blancs, c'est un ou l'autre de ces clichés, de ces caricatures un peu. Bonsoir. Vous avez parlé de cinéma tout à l'heure. Est-ce que votre imaginaire a été influencé par un film comme Little Big Man, par exemple? Parce que Lequel? Little Big Man. Oui, j'ai bien aimé Little Big Man. Non, parce que même que ça, c'est un tribut Cheyenne. J'ai un ami qui connaît très bien l'écrivain Thomas Berger, qui a écrit le roman que le film. Comment? Oui, il en fait un deuxième, ouais. Et c'est pour ça que je ne voulais pas écrire une suite de celui-ci, parce que les suites sont presque, moi je trouve presque toujours moins bien que l'original, ou même s'ils ne sont pas moins bien, ils sont perçus d'être moins bien. Mais Thomas Berger, quand il a écrit Little Big Man, le roman, il n'a jamais été à l'ouest de le Mississippi. Jamais. Il a été de l'est. Il a écrit tout ce roman sans même visiter le tribu. Donc oui, c'était quoi dans les années 70 71, oui, exactement. Et on fait un film. À une certaine époque, on a fait un film chaque 10 ans sur les Indiens, peut-être. Chaque décennie, un film. Et maintenant, vraiment, le dernier film fait, c'était Danse avec les loups. Et c'était quoi? C'était 92, je crois. Oui, parce que je connais très bien l'écrivain. Oui, il est mort maintenant, mais Michael Blake qui a gagné le Oscar pour le scénario de son roman. Mille femmes blanches a été acheté par Hollywood, je crois. Enfin, est-ce qu'il y a eu des tentatives de films? Pourquoi ça a avorté? Parce que vous n'étiez pas dans la bonne décennie ou alors... Non, en fait, on avait, pendant 20 ans, on avait 5 options différentes. C'était jamais vendu à un studio. C'était des options de faire un film, de s'adapter à un film. Et on avait 5 options différentes avec 5 producteurs différents. Moi, j'ai écrit au moins 10 versions du scénario. Que je regrette maintenant parce que j'aurais été capable d'écrire encore 2 romans. C'est un énorme gaz de temps donc maintenant c'est pris par un autre groupe qui a l'idée de l'adapter le projet comme une série de télé et ça c'est un bon moyen de raconter l'histoire, je trouve. Parce que c'était toujours la chose plus difficile pour moi d'écrire ces scénarios, c'était de condenser l'histoire dans un film de 2 heures. Et il faut couper les personnages et après le 10e version, j'ai même pas reconnu le roman. Chacun il a parti de plus en plus loin du roman. Donc maintenant, je vais avoir rien à voir avec le développement, sauf peut-être comme consultant, quelque chose comme ça. Mais ouais. Chacun son métier, c'est ça? Voilà. Ouais.
Et c'est pas un métier, les scénarios, c'est pas un métier des écrivains, c'est un métier les scénarios, ça c'est un métier des producteurs et des metteurs en scène, en fait. Et pas pour les écrivains, parce qu'ils n'ont aucun contrôle. Et ça, c'est frustrant pour les... ça, c'est la raison que il y a très peu de films qui sont adaptés par l'écrivain du roman. Très peu. C'est exact. D'autres questions? Dernière. Bon, écoutez, Jim Fergus, merci en tout cas d'être venu à l'Espace culturel de Saint-Médard pour cette interview. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Hein. C'est très gentil. Merci.